Bon, les sommets, Serge, entre cette Nouvelle-Zélande et cette équipe Angleterre qui rentre sur le terrain commandée par Will Carling. Une demi-finale totalement différente par rapport à celle d'hier, avec deux écoles différentes, avec deux équipes qui rugbystiquement sont diamétralement opposées. Et c'est ce qui va faire le charme de cette équipe, avec d'un côté une équipe d'Angleterre qui a un pack fort et conquérant et qui a des trois quarts très sérieux qui malheureusement pour eux ne sont pas géniaux dans l'attaque, mais surtout ont une rigueur défensive et une rigueur par rapport au résultat du match qui est vraiment forte à toute épreuve. Et de l'autre côté, on a une équipe des All Blacks, une équipe des Blacks qui a changé son visage, qui a envie de voir différemment, qui a envie d'évoluer et qui ne doit, je le passerai sincèrement aujourd'hui, son seul salut que s'ils jouent, s'ils écartent les ballons. Et le terrain est favorable, les conditions climatiques sont favorables. Les Néo-Zélandais ont quasiment toujours été au rendez-vous d'une Coupe du Monde. Vainqueurs en 1987, troisième en 1991. Ils se présentent face à l'Angleterre pour une nouvelle place en finale face à l'Afrique du Sud. Ce sera samedi prochain à Johannesburg. Tout de suite, les hymnes, beaucoup de tension dans ce stade de Newlands qui ressemble un petit peu à Twickenham. Les Anglais sont majoritaires. Fitzpatrick, le capitaine de ces All Blacks, a été champion du monde en 87. Il avait profité de la blessure de Dalton. Il a été troisième en 91 et il est toujours là. Et il écoute comme tout le monde ici God Save the Queen. Ces Anglais ont l'air motivés, qu'ils ont été impressionnants pendant l'exécution de cette hymne. Et vous avez vu, c'est Tony Underwood qui avait l'air le plus concerné. Et pour cause, Tony Underwood va trouver tout au long de cet après-midi sur sa route l'homme montagne, comme l'ont surnommé les journalistes sud-africains, Jonah Lomu. C'est le plus petit qui va affronter le plus grand. Mais avant cela, le traditionnel haka mené par Zinzanbroek. Les deux équipes sont à quelques mètres à peine les unes des autres. On va se défier du regard dans un premier temps. Vous apercevez ici Michael Brewer. Qui s'est mis juste devant Tony Underwood pour exécuter cet haka. Dites-moi Serge, ça promet, car là déjà on s'est dit des choses. Eh bien, il va y avoir un défi physique qui va être très dur d'entrée de match, avec une opposition que les Anglais vont rechercher, et les Blacks ont l'air de vouloir, au moins pour le début du match, vouloir relever ce défi, afin déjà du regard dans leur position, dans le fait d'avancer vers l'adversaire. L'Angleterre qui joue pour une deuxième place en finale consécutive d'une Coupe du Monde. Les Anglais qui étaient au rendez-vous de Twickenham il y a 4 ans, ils avaient perdu en finale. Ils veulent revenir 4 ans plus tard face à l'Afrique du Sud. Serge, une composition d'équipe anglaise traditionnelle. Ce sont exactement ceux qui ont gagné le Grand Chelem, sauf le demi de mêlée, Maurice, qui a pris la place de Bracken. Oui, et il faut noter que dans cette équipe anglaise, il y a quand même 6 joueurs qui ont participé à la finale de 1991. On peut citer Jeremy Guscott,
Rory Underwood, Will Carling le capitaine, Rob Andrew, Jason Leonard, Brian Moore, et en plus il y avait à l'époque deux remplaçants qui s'appelaient Dewis Morris, qui est demi de mêlée aujourd'hui, et Dean Richard, le troisième milieu centre. Eh oui, le maître à jouer de cette équipe anglaise qui va avoir un rôle énorme dans la lecture du jeu néo-zélandais. C'est lui, Dean Richards, qui est chargé de l'analyse technique et tactique du match pendant une rencontre. De l'autre côté, ce rôle est dévolu à Michael Brewer, qui jouera troisième lignel aujourd'hui et qui a laissé sa place dans le couloir à Zinzanbroek. Oui, et puis il y a aussi quand même des joueurs d'expérience de l'autre côté. On a quand même Walter Little, le centre. On a Graham Bachop, le demi de mêlée. On a Zinzanbroek, bien sûr, le troisième milieu centre. On a Michael Brewer, le troisième lignel. On a Ian Jones, le deuxième ligne. Sean Fitzpatrick, le capitaine, est à l'honneur de cette équipe. Et ils ont laissé exceptionnellement, et là on peut quand même se poser la question, sauf si ce n'est que pour avoir du rendement, de la vitesse sur le terrain, ils ont laissé sur le banc de touche Richard Lowe, qui est remplaçant aujourd'hui. Et oui, c'est Greg Dowd qui jouera avec le maillot numéro 1. Mais il est vrai, Serge, que Laurie Mains a dit que pour lui, Dowd était l'incontestable titulaire de ce poste de pilier. C'est le plus, c'est le pilier qui est capable de courir, de couvrir, de venir arracher des ballons. C'est le style de... Elliott face au haka néo-zélandais avec un coup d'envoi donné par Mertens. Et tout de suite, on essaye d'impliquer Yona Lomou avec une récupération de Walter Little qui emmène la défense anglaise. Bachop a réclamé le ballon. Et avec une intervention d'un arbitre irlandais, monsieur Hildish, lui aussi c'est un homme chevronné, c'est sa troisième Coupe du Monde. Pour un en avant anglais, alors que l'on a vu de suite que les Néo-Zélandais ont déjoué le rôle d'outsiders qui vont aller se frotter au grand méchant. Ils ont préféré jouer sur Tony Underwood, déjà pour lui mettre la pression. Mertens a le ballon, il saute directement sur Boons. Un ballon qui essaye d'arriver jusqu'à Jeffrey Wilson, qui essaye de déborder. Il a été repris par Carling. Eh bien, on voit de suite que les Blacks ont pris des choses en main. Et comme on pouvait le pressentir, c'est une équipe qui va essayer de donner du mouvement au jeu, qui va donner de l'ampleur, avec des points de rencontre qui seront vraiment limités. Et il faudra faire rebondir en suivant le jeu. Avec une remise en jeu, Sean Fitzpatrick, l'alignement en touche, c'est vraiment le point noir des Néo-Zélandais cet après-midi. Les Anglais sont monstrueux avec 5 joueurs qui sont à 2 mètres, hein, quasiment. Pratiquement, on a quand même Martin Johnson, 2m04. On a Bayfield qui est à 2m09. On a Tim Rodber, 2m01. On a Ben Clark qui est à 2 mètres. Mais le ballon est pris quand même par les Néo-Zélandais avec une percée manquée. Gus Scott qui contre-pied. Il se heurte à Osborne, qui libère le ballon de suite. C'est bien fait de la part de Bachop. Il faut jouer. Et qui va relancer tout de suite avec Mertens. Et avec maintenant Brewer. Ballon pour le moment néo-zélandais que Bachop va transmettre à Little. C'est fait. La défense anglaise en action avec Andrew notamment. Avec un point de fixation au milieu du terrain, le ballon ressort. Ouais, tout de suite pour Bachop, c'est bien fait. Il a essayé d'alerter Lomou. Voilà le premier tête-à-tête, il est passé. Deuxième, il arrive face à 4. Oh, il marque. Oh là 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 là. C'est formidable. La montagne Lomou vient d'allumer cette demi-finale. On va assister à une rencontre extraordinaire. On a une équipe des Blacks qui est en train de mettre du mouvement au jeu. Et avec un Jonah Olomou qui a fait 3 percussions, qui a envoyé 3 adversaires au sol. J'espère qu'on va le revoir au ralenti. Allez Serge, on le regarde sur ralenti avec cette sautée sur Lomou. Une passe ratée, mais Lomou la récupère avec un raffut sur Tony Underwood, Carling. Et maintenant contre Cart. Cart qui le renverse. Et il marque en coin. Oh là là. On voit toute la détermination quand même des Blacks et de Lomou. On a compris que cette équipe n'était pas venue pour subir, et bien au contraire, dans le jeu large, ils sont en train de confirmer tout le début de leur Coupe du Monde. 1m95 pour Jonah Lomou, 118 kg entre lui et Tony Underwood. Il y a 27 cm et 45 kg d'écart. On savait que la lutte serait inégale. C'est une question collective, disait Jack Rowell, l'entraîneur des Anglais. Il faut que tous ensemble nous puissions défendre sur Lomou. Là, les Anglais ont échoué. Lomou a trouvé la clé du coffre. Il faut dire que
dans un match interprovince il y a quelques mois, Serge, Lomou, il avait emmené sur 15 mètres sur son dos Paul Anderson, qui est là avec les Néo-Zélandais. C'est un Néo-Zélandais, il est remplaçant aujourd'hui. Il l'avait traîné sur 15 mètres sur le dos pour aller aplatir un essai. C'est une montagne. Mertens, et qui rate la transformation. Ça, attention aussi, hein. Peut-être petite faiblesse côté néo-zélandais, les buteurs. Il y a des faiblesses dans cette équipe néo-zélandaise, il faut le dire, comme dans toute équipe. Hein. Bon, la première faiblesse, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'alignement, puisqu'il n'y a que 2 véritables sauteurs et qui ne culminent pas plus haut que 1,98 m. Et alors après, nous avons le jeu au pied, mais pas au pied par rapport au déplacement du jeu par lui-même, uniquement par rapport à des pénalités aux transformations, où là, il y a un pourcentage qui est moindre par rapport à l'Angleterre. Remise en jeu, Romano, avec au point de chute une bonne récupération néo-zélandaise. Ballon pour Bachop. Oula, qui n'a pas trouvé Mertens, qui a trouvé directement ses centres. Qui passe. Et qui passe avec Little. À Osborne. Osborne qui est venu. Il a Little à l'intérieur, il a essayé de fixer 4. Ils vont rejouer à d'autres. Et c'est d'Osborne là. Il y a essai. Oui, c'est Cronfeld. Le Black vient d'inscrire à mes 700 mètres. On leur demandait du jeu, ils nous donnent du jeu. Ils sont en train de nous offrir peut-être le plus beau début d'une partie lors de cette Coupe du Monde. Alors on savait qu'il y avait quand même 2 atouts majeurs pour cette équipe de Nouvelle-Zélande. Et bien on vient de voir le deuxième, c'est Cronfeld. Cronfeld qui est partout et qui permet à ses 3 quarts de pouvoir percer tranquillement, puisqu'il est toujours en soutien. Il est toujours là, on le voit derrière là, avec le casque qui va être replacé, c'est le plaqueur. C'est le plaqueur infatigable, c'est le coureur. Il sent le rugby, regardez-le. Il est à gauche là pour le moment. Osborne va le retrouver. Voilà, il est là pour... Voilà comment la Nouvelle-Zélande peut s'en sortir. Et pour le moment, est en train de prendre le chemin de la finale. Ouais, il y a eu un plaquage manqué de Gus Scott au départ qui a coûté cher. Puisqu'à ce moment-là, Little a pu déchirer la couverture défensive anglaise. Mais que d'audace chez ces Néo-Zélandais. Ils nous avaient promis du jeu. On n'était pas sûr qu'ils étaient capables d'assumer ce pari-là. Eh ben dites-moi, la rencontre est commencée depuis 5 minutes. Ils ont déjà pointé 2 essais, dont un de près de 100 mètres. C'est beau et je vais vous dire que c'est bien pour le rugby parce que ici on a eu quand même l'impression, sans être vraiment contre les Anglais, on n'a rien contre eux, mais on a vraiment l'impression que si l'Angleterre, le match n'est pas du tout fini, alors que la transformation va passer. Et c'est vrai que on a l'impression que même s'il y a beaucoup d'Anglais, si on se croit à Twickenham ici, mais on a tout le public rugby qui ne voudrait pas voir les Anglais arriver en finale. Ah, écoutez, je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce qu'a déclaré Stuart Barnes, l'ancien demi d'ouverture de l'équipe d'Angleterre. C'était à Francis Delteral dans l'équipe. Quand on a vu ce que les Anglais osent nous montrer, on ne peut que respecter l'œuvre des Blacks. On se croirait revenu à l'âge de l'homme de Néandertal lorsqu'on regarde jouer les Anglais. L'Angleterre, c'est un pack et un type qui ne fait que taper. Et là, voilà la quille allumée par Renaud. À côté, ouais, le drop. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier. On a vu une bonne récupération du pack Black qui a délivré dans le mouvement. Avec une récupération des Anglais. Tiens, voilà, Robandrew, c'est l'homme qui a marqué le plus de drops dans le monde. Il en a déjà inscrit 21, dont celui fameux face à l'Australie lors des quarts de finale. Mais il faut respecter tous les rugby parce que c'est ça qui donne les oppositions. Le jeu au large et le jeu en poids. Maurice qui a trouvé du soutien avec Richards. Et une charge du bon goût. Là, les Anglais, s'ils peuvent enchaîner ce jeu-là, peuvent faire mal avec Andrew. Rodber maintenant. Rodber en percussion. Nouveau point de fixation et Maurice qui a essayé d'extraire ce ballon, gêné par Fitzpatrick. Mais intervention de Monsieur Illich. Pour un en avant. Eh bien, on a vu des Anglais qui sont bien repris. Oh, ils n'ont pas perdu les Anglais. Non, loin de là. Même si 12-0, c'est déjà un sacré handicap pour débuter nos rencontres. Maintenant, leur faut marquer des essais, c'est ça qui est intéressant. Les Anglais sont bien repris, on fait un petit enchaînement devant, on libéré. Andrew a fait semblant de taper, a donné Rodber à l'intérieur. Sortie 89 avec Richard Morris et en percussion, c'est Carling qui est venu au ballon récupéré par Bachop. Alors que M. Illich les sanctionne pour une position hors-jeu. Et on va voir certainement entrer en action Rob Andrew.
qui a joué 3 matchs durant cette Coupe du Monde. Là, aujourd'hui, c'est son 4e. L'Angleterre, pendant les 3 matchs auxquels il a participé, a inscrit 76 points. Rob Andrew, lui, en a inscrit 61 sur les 76. C'est vous dire l'influence du demi d'ouverture des Wasps sur cette équipe d'Angleterre. Il y a un Néo-Zélandais qui est en train de s'échauffer. Ça pourrait être Blair Larsen, le 3e. Alors qui serait touché côté Black? Blair Larsen qui a été blessé à la cheville dans le courant de cette Coupe du Monde. Ah, oh là là, ça serait très embêtant oui. Pour l'équipe de Laurie Mains. Se tient la cuisse. Cronfeld, dont Fergus Lattery, le célèbre 3e Iniel irlandais, dit que aujourd'hui Cronfeld c'est le meilleur open side flanker, le meilleur flanker côté ouvert du monde. C'est vrai, puisqu'ils ont la particularité de faire jouer une 3e ligne toujours côté ouvert et un autre toujours côté fermé. Rob Andrew, 40 mètres, légèrement sur la droite des poteaux néo-zélandais, pour tenter de réduire le score, ce qui arrangerait bien les affaires de l'équipe de Jack Rowell. Toujours cette énorme concentration, un coup de pied qui passe à droite. C'est très rare que Andrew manque ce genre de coup de pied depuis une saison maintenant. Il nous a habitués à quasiment tout enquiller. C'est vrai, c'est rare, mais il y a peut-être la pression, le fait aussi d'avoir pris déjà 12 points au tableau d'affichage. Mais c'est bien. C'est bien. Je crois que les Anglais vont être obligés de jouer. Je ne dis pas c'est bien parce qu'il l'a raté, mais c'est bien parce qu'ils vont être obligés de trouver d'autres solutions que de jouer au pied. Alors Mertens va effectuer ce renvoi. On en est à 10 minutes en première période. Non, c'est Cronfeld. Et puis Bachop maintenant. Ah, ils vont essayer de feinter pendant toute la partie. Les Néo-Zélandais. Il faut qu'ils évitent au maximum les contacts, les rencontres physiques. Voilà, Mertens qui joue très au loin sur Tony Underwood. Underwood face à Brewer. Oh là là, qui va être repris tout de suite par une défense Black qui est bien montée. Cronfeld a récupéré le ballon. Et oui, hors-jeu de Brian Moore. Hors-jeu de Brian Moore alors qu'il y a une récupération de Cronfeld. Et c'est vrai que Brian Moore est tombé dans le camp des Néo-Zélandais qui vont sûrement tenter la pénalité. Là, vous apercevez Martin Johnson, le joueur de Leicester, celui dont Colin Meads disait à l'issue d'une tournée des Lions, il disait à l'entraîneur des Lions, tous vos avants, vous pouvez les ramener à la maison. Il y en a un qui a le droit de rester, c'est lui. C'est ce Martin Johnson qui avait été impressionnant en tournée en Nouvelle-Zélande. Et quand le compliment vient d'un homme de la stature de Colin Meads, c'est pas rien. Oui. Voilà, pas mal d'échecs pour Mertens. Vous voyez, il a réussi 22 de ses 34 coups de pied depuis le début de la Coupe du Monde. Mais c'est ce qui fait le charme de ce nouveau visage de la Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est pas Grand Fox, quoi. C'est pas Fox, mais il y a un autre jeu aussi. Voilà. Il a fallu chercher des points forts ailleurs que sur la précision chirurgicale et clinique de Grand Fox. Martens qui marque. Et va la passer en plus. Oui. Et il la passe. Et il permet à la Nouvelle-Zélande de mener effectivement 15-0. Et c'est vrai que Mertens a des qualités énormes, dans celle de pouvoir passer les coups de pied fabuleux de très très loin, mais aussi celle de pouvoir les rater pratiquement en face des poteaux. Mais c'est ce qui fait le charme de cette équipe et de ce joueur. Serge Mertens, il n'a que 5 sélections en équipe de Nouvelle-Zélande. Il a déjà inscrit 93 points et il n'a pas participé au match du Japon. C'est vous dire la valeur de ce joueur. Attention à Maurice, interrompu par Monsieur Illich. Pour une faute de mer. Donc le ballon devrait revenir à Bachop. Ce demi-mêlée néo-zélandais déjà titulaire en 91. Bachop. Alors qui a à sa droite Mertens, voilà servi. À l'abri dans ses 22, il va trouver la touche, Andrew Mertens. Et c'est vrai que cette rampe de lancement en touche anglaise est impressionnante et on n'arrive pas à comprendre comment ils n'arrivent pas à développer plus de jeux que cela. La touche, il n'y en a pas eu beaucoup pour le moment dans ce début de première période, car les Néo-Zélandais essayent soigneusement de conserver le ballon dans l'aire de jeu. C'est la seule solution qu'ils ont pour pouvoir récupérer des ballons. Alors est-ce que Johnson et Bayfield
vont aller ramasser tous ces ballons dans les airs. Regardez cet alignement impressionnant des Anglais. Voilà, c'est Rodberg qui a dévié ce ballon pour Morris, relayé par Ubougou. Le revoilà début Morris. Richards a feinté la percussion. Et c'est la quille qui est envoyée par Romano. Au point de chute, il y a Osborne. Ouais, il y avait aussi Scott. Bien joué de la part de Glenn Osborne. Bien joué, bien libéré. Ah ouais, pour Bachop qui joue au pied. Et qui va trouver une belle touche sur Omar. Ouais, il va ramener les deux équipes. C'est fait. Ouais, il a été obligé de sortir 4. Car il y avait Jeffrey Wilson qui était monté. Et bien c'est bien parce qu'on a vu une belle réception d'Osborne sous cette chandelle. Allez Serge, en matière d'arrière, hein, vous y connaissez un petit quelque chose. Et vous m'avez toujours dit tout au long de cette Coupe du Monde, Osborne c'est sans doute le numéro 1 aujourd'hui. Hein. Ah oui, en tant que numéro 15, c'est vrai que c'est l'arrière le plus complet, qui a les possibilités de pouvoir relancer, qui est un joueur sûr et qui a un bon jeu au pied. Brian Moore, avec un ballon remis côté néo-zélandais. Bachop, Mertens qui lui aussi s'est allumé des chandelles. Et c'est 4 qui va souffrir à la réception. Ah oui, le plaqué régulièrement par Little. Monsieur Ildish laisse jouer pour le moment. Voilà. Tout à fait normal. Il a laissé l'avantage. L'avantage n'a rien donné. C'est tout à fait normal. Alors on réexplique encore une fois, mais je crois qu'avec Eric Ball, avec Del Terral, avec Delcourt, avec Thierry Rey, avec tous ceux qui ont participé à cette Coupe du Monde, on vous l'a souvent dit, on n'a pas le droit de plaquer un joueur qui n'a pas les deux pieds au sol. Voilà, qui n'a pas la possibilité de pouvoir se protéger. Avec une touche trouvée au niveau de la ligne des 50 mètres par les Anglais. Il faudrait que les Anglais commencent un petit peu à activer le jeu s'ils veulent avoir la possibilité de pouvoir concrétiser certains mouvements et surtout de pouvoir revenir à la marque. Car le temps passe, on en est à un quart d'heure en première période et on est encore sous le choc de ce début de match. C'est vrai. Tonitruant des Néo-Zélandais. Brian Moore pour le lancer. Rodberg est en fond de touche, mais c'est Bayfield qui dévie ce ballon pour Dewi Morris. Et Andrew qui ouvre, Gus Scott. On a essayé de créer un point de fixation côté anglais. Le ballon va ressortir pour le côté fermé avec Andrew. Voilà, Andrew servi par Morris. Déplacement au pied avec Alomou qui a eu du mal à se retourner, mais il est protégé par Osborne. Voilà Alomou. Avec son pied gauche. Il ne va pas trouver la touche. Directement sur 4. Cet homme d'origine sud-africaine né à Port-Elizabeth. Touche directe. Oui, il va la trouver directement. Rien réussi aux Anglais pour le moment. Mais il faut provoquer pour qu'il y ait la réussite. Il faut tenter. Et puis comme cette équipe anglaise a l'air d'être timorée pour le moment. Mascotte, hein, Mike 4. Regardez Serge. Il n'a jamais perdu avec l'équipe d'Angleterre. Jamais, jamais, jamais. Il en est à sa 10e sélection. Oui, c'est très bien. Non, mais c'est bien. Il faut bien que ça s'arrête un jour ou l'autre. Touche raccourcie par les Néo-Z. Avec 4 hommes de chaque côté dans le couloir. Et monsieur Ildish qui appelle Fitzpatrick. Oui, puisqu'il y a eu quand même des joueurs qui se sont frottés les oreilles après le regroupement. Et c'est pas du tout méchant. La protection des Néo-Zélandais avec Dodd. Ah ouais, belle balle. Bien prise par Martin Johnson. Morris contré par Fitzpatrick. Agressif en défense à les Néo-Zélandais. C'est le salut. Il faut des plaqueurs, il faut des hommes courageux. Mais je crois que pour les magnétoscopeurs, il faudra conserver pendant longtemps les 5 premières minutes de ce Nouvelle-Zélande-Angleterre. Avec une mêlée stable. Et toujours ce troisième ligne centre qui se décale et qui se place entre le troisième ligne. Ouais, c'est Zinzanbrook qui était côté fermé. Chandelle de Morris. C'est Tony Underwood qui est pris hors jeu. C'est vrai. C'est vrai, Tony Underwood est en position hors-jeu sur la mêlée. Auteur de 2 essais depuis le début de cette Coupe du Monde, Tony Underwood, c'est le meilleur marqueur anglais. Un contre l'Australie, l'autre contre l'Italie. Alors avec Fitzpatrick, Mertens et monsieur Ildish, on est en train de se mettre d'accord sur la façon dont on va jouer cette pénalité. On va récupérer le lancer en touche derrière. Oui. Avec un petit coup de pied, mais l'angle était vraiment très petit. Touche encore raccourci à 2 avec
Ian Jones et Robin Brook côté néo-zélandais. Robin Brook pour Ian Jones. Ian Jones pour Robin Brook, pardon, c'est le contraire. Une mêlée ouverte au centre du terrain. Ouais, avec une bonne intervention de Dewi Morris et un départ de Ben Clark. Monsieur Hill dit je vais ordonner une mêlée, estimant que ce ballon n'avait aucune chance de sortir. Pour un en avant, une faute de main. Ah aussi, oui. Mais c'est dommage parce que les Néo-Zélandais ont provoqué une mêlée ouverte au centre du terrain. Ils n'ont pas bien regardé le ballon. Ils se sont fait subtiliser par Dewi Morris. Et voilà Dewi Morris avec côté droit la maison qui tombe. Côté de Dodd et Doubourgou. Et on risque de trouver et de voir une équipe néo-zélandaise qui va essayer de gérer le jeu, qui va essayer de jouer les coups sûrs. Et ça, c'est tout à fait normal puisque l'équipe anglaise a besoin de revenir au score. Dean Richards qui va contrôler ce ballon. Le sortir pour Dewi Morris en haut. Dans le dos de Wilson là-bas. Wilson qui a derrière lui Osborne. Il a bien servi son arrière. Qui essaye d'amorcer la contre-attaque. C'est Boons qui a été pris. Bachop par-dessus. 4 au point de chute. Et au pied, 4 renvoie directement sur Robin Brook. Qui donne un grand coup de pied. Rory Underwood. Qui rate la touche. Ballon récupéré. Nizambo qui tape un droit. Oh, il va passer en plus. Il y est. Oh, c'est incroyable. C'est Nizambo. Le troisième ligne centre. Qui vient de tenter de réussir ce drop. Ben écoutez, regardez Serge. Qu'est-ce qu'il faut dire? Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Et le ballon qui va à l'extérieur du poteau et qui rentre avec l'effet. Ben écoutez, qu'est-ce qu'il faut dire? Ben c'est la magie noire alors. Ah, c'est magique, effectivement, avec des Néo-Zélandais qui mènent maintenant 18-0 sur cet incroyable drop de Zinzanbrook, alors que là, les Néo-Zélandais sont pénalisés. Pénalisés pour être passés par-dessus le regroupement. Mais alors, si on nous avait dit, avant le début du match, que Zinzanbrook tenterait et réussirait un drop... Et si on nous avait dit surtout qu'il y aurait autant d'écart de points avant la mi-temps. Alors qui on va apercevoir dans cette tribune? C'est plutôt côté néo-zélandais. Pas vu Jack Rowell, l'anglais. Eh bien c'est un stade, je dirais, qui est atomisé pour figé. Le moment. Ah ouais, figé. Hein. C'est vrai qu'il y avait d'admiration. Qu'il y avait beaucoup d'anglais, qu'il y a beaucoup d'anglais. Et c'est vrai qu'ils avaient vraiment une confiance. Ouais, après cette victoire in extremis face à l'Australie, la confiance des Anglais était montée. Robonneau. Il va passer à côté. Oh là là, vraiment, rien ne marche côté anglais aujourd'hui. C'est le jour sans. Andrew qui a été décoré par la reine à l'occasion de l'anniversaire de la reine. Il y a quelques jours, membre de l'Empire britannique. Eh bien, est en train de passer un mauvais après-midi. Comme l'équipe du reste. Avec la remise en jeu de Mertens. Ballon contrôlé par Dean Richards. Avec maintenant Jason Leonard. Et des Anglais qui travaillent. Morris va réclamer le ballon. Pour Andrew. Gêné par Cronfield pour allumer cette chandelle. Et au point de chute, il y a des Néo-Zélandais. Il y a Carling aussi. Une faute de main. Ouais. Une faute de main à la réception du ballon par un Anglais. Donc il devrait y avoir une mêlée balle black. Mais c'est vrai qu'on trouve une équipe anglaise qui n'a pas de solution à l'heure actuelle. Qui a dû prendre un coup de massue sur la tête. Oh ben, 18-0 Serge, après 22 minutes en première période. Je ne sais pas qui résisterait. Hein. Il faut quand même considérer l'Angleterre comme, si elle devait perdre aujourd'hui, la grande perdante de cette Coupe du Monde. Hein. Puisqu'ils n'ont pratiquement pas perdu un seul test match depuis 91. Ouais, et il reste sur une victoire face à la Nouvelle-Zélande. C'était en 93 à Twickenham. Oui. Bachop pour Mertens. Coup de pied de déplacement, une grande diagonale qui va forcer Kat à faire un effort. Mais le ballon rentre dans l'embut. Devant Kat, il y a Lomo. Et il va falloir pourtant qu'ils se résolvent, les Anglais, à renvoyer ces ballons, à les rejouer. Ah, il va falloir trouver la solution. Ouais.
Alors c'est vrai qu'il y a quand même que 23 minutes qui ont été jouées, mais 23 minutes 18 points. C'est vrai qu'il faut une réaction. Andrew. Bon coup de pied bien haut pour laisser le temps aux avants de venir au point de chute. Mais la récupération est néo-zélandaise, même si Martin Johnson est bien venu arracher ce ballon. Il y a une équipe qui gère bien le jeu. Là, il y a eu une bonne position, un ballon dévié. Zinzambrook s'est bien couché. Bon, il a été perdu après. Mais je crois qu'on sait une équipe sereine. Et voilà Jack Rowell. Voilà Jack Rowell. Plein centre avec les lunettes, sans veste. Et certainement lui aussi stupéfait devant la performance des Blacks, qui ont le ballon dans les pieds de Zinzambrook. Et ils progressent, les Néo-Zélandais. Ils progressent. Bajop a apprécié la position de la défense anglaise avant de servir Martens. Little directement sur Lomo, qui redouble avec Bounce. Et c'est vrai que c'était à chaque fois un événement. Alors que le ballon ressort sur le fermé. Ouais, Bachop. Kronfeld maintenant. Kronfeld qui a cherché Ian Jones. 4 maintenant pour l'Angleterre. Ah, 4, une relance de 4 de Scott. De Scott maintenant avec Underwood qui a été pris. Mais le ballon revient à David Morris. Brian Moore. 4. Andrew maintenant. Ils vont essayer de mettre le feu, les Anglais. Avec une percussion de Carling. Ballon côté néo-zélandais. Dodd qui s'est bien couché. Bachop. Bones, Mertens, Wilson, il va vite, Wilson. Il a pris de vitesse Rory Underwood. Il a retrouvé Mertens accroché. C'est pas fini. Le ballon va ressortir pour les Blacks. Ouais, il est là. Zinzambrook. Là, express ballon. Grande passe. Écarté. Il y a Lomou. Il a le ballon, Lomou. Il est passé. Yona Lomou. Oh là là, qui a fait un crochet. Cadrage des bords de main. Ah. Oh là 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 là, c'est quand même un événement. Il a mystifié Rob Andrew qui est resté sur place. Il y avait un 2 contre 2 à jouer. Et Lomou n'a pas été défié physiquement, alors qu'il aurait pu très bien le faire, mais il a fait tout simplement un crochet, il a marqué entre les poteaux. Lomou, dont Laurie Mains disait il y a quelques mois, il y a un tout petit peu plus d'un an, il disait c'est une Rolls-Royce, mais sous le capot de la Rolls, il n'y a pas de moteur, il n'est pas endurant, il est un petit peu feignant sur le terrain, il ne recherche pas du travail. Eh bien, que de progrès accompli par ce Yona Lomou, écarté après la visite de l'équipe de France l'an passé pour insuffisance défensive. Il a su revenir Lomou et c'est la star de cette Coupe du Monde avec un essai transformé par Mertens. 25-0, c'est incroyable. Mais c'est joué, écoutez, on va pas s'avancer trop tôt, mais c'est pratiquement joué. Alors ce qu'il faut noter, c'est qu'à chaque fois que Lomou se fait plaquer, là ça a été le cas par Underwood, et bien le stade applaudit parce qu'on se dit qui peut l'arrêter, et on pense que la personne qui le plaque est une personne courageuse. Alors Claude Dourte disait dans Midi Olympique, les Anglais, du côté anglais, on devrait faire défendre Carling sur Lomou avec une défense glissée. Et bien manifestement les Anglais n'ont pas trouvé la clé pour contrer Lomou. Bachop, oh très haut. Au point de chute, Rory Underwood. Ballon anglais qui est travaillé autour de Moore, autour de Dean Richards. Morris pour Andrew. Chandelle d'Andrew. Elle est bonne cette chandelle. Elle force Osborne à sortir de ses 22. Mais il y a du monde du côté des Blacks en soutien. Regardez comment ce ballon était bien libéré. Avec Bachop contré par Rodber. Et Wilson obligé de dégager en touche devant Scott. C'est bien, il y a une réaction anglaise. C'est très bien. Mais Dieu que cette équipe est belle. Elle est magnifique, elle joue bien. Ils ont quand même techniquement des points qui sont nettement supérieurs aux Anglais. Dites-moi Serge, il y en a d'autres devant leur téléviseur du côté de Johannesburg qui doivent se faire un petit peu de mouron. Ce sont les Sud-Africains. Hein. Oui, et d'autres qui doivent avoir beaucoup de plaisir, ce sont les Français. Brian Moore. Ouais, parce qu'ils retrouveront les Anglais pour la petite finale. Enfin, ils auraient préféré jouer la grande. Hein. Oui. Morris. Andrew qui va chercher une solution sur le côté fermé avec un coup de pied dans le dos de Jeffrey Wilson. Ce sera un renvoi 22. C'est vrai qu'on sent que le ressort est peut-être cassé. Et c'est normal, à juste titre. 25 points encaissés en 25 minutes.
Alors oui, il a été international de cricket, Jeff Wilson. D'ailleurs, il ne désespère pas jouer la Coupe du Monde de cricket qui se déroulera en février prochain en Inde et au Pakistan. Mais pour préparer cette Coupe du Monde de rugby, il s'est consacré 100% à ce sport. Il a délaissé sa batte de cricket. Renvoi de Mertens, lui aussi joueur de cricket d'ailleurs. Tout comme Andrew côté anglais. Il a joué à Cambridge. Bachop qui a du temps pour ajuster ce coup de pied, mais qui le fait mal de quelques centimètres. Hein. Une faute parce qu'il a hésité. Il a cru que l'arbitre peut-être avait sifflé avant. Mais voilà, il attendait, voilà, c'est bien ça. Il attendait que l'arbitre siffle en avant. Donc il a hésité, il avait la possibilité de le jouer. Il a mal tapé, il a trouvé le touche direct. Donc il y a une introduction Bachop pour les Néo-Zélandais qui vont pouvoir se dégager, à moins qu'il ne joue à la main. Zinzanbroek, ballon dans les pieds, Bachop libère pour Walter Little. Grand coup de pied de déplacement. 4 face à Wilson. Ah, il va essayer de relancer 4. C'est la solution maintenant pour l'Angleterre. Avec un ballon vite libéré, Moore. Carling. Une position hors-jeu signalée par M. Hildish. Alors c'est vrai qu'on trouve une équipe néo-zélandaise sûre, puisqu'on a vu que le demi de mêlée a fait une passe directe au premier centre. Regardez la charge. La charge de Ben Clark. Relayé par Johnson. Maurice, Andrew à l'intérieur qui essaye de solliciter Dean Richard. Et puis Ubogu. Elle est belle cette réaction anglaise. Elle est très belle. Voilà. Andrew, il a laissé tomber le ballon. Ce sera un en avant. Et bien c'est la solution. Les Anglais ont intérêt à jouer comme ça et à prendre le jeu à leur compte et donc à faire des points de fixation et à libérer très vite le ballon. Et on voit que quand chaque équipe joue comme cela, eh bien, elle arrive à déstabiliser l'adversaire. Ouais, vous savez ce qu'on va dire dans les tribunes de Newlands, ici au Cap Serge. On va dire les Anglais, ils n'ont jamais eu l'habitude de jouer, de donner du jeu, de se faire des passes. Moralité, quand on n'a pas l'habitude de se faire des passes, quand on s'en fait, ben on boxe les ballons. Oui, nous ne serons pas aussi durs que ça, mais je crois que c'est vrai que cette équipe a des possibilités. Ils ont tout pour réussir. Ils ont deux ailiers qui sont formidables et qui vont très vite. Ils ont un arrière qui est offensif. Alors c'est vrai que la grande polémique qui avait éclaté quand même avait été entre l'entraîneur et le capitaine. Et c'est vrai que l'entraîneur préconisait un jeu ouvert. Il voulait un jeu de mouvement. Il voulait que tout le monde puisse s'amuser, puisse parler le même langage. Et puis on a trouvé une réaction du capitaine Will Carling qui a dit non, nous on veut gagner. On a eu une expérience. On veut gagner la Coupe du Monde. Voilà. Il n'est pas question. On jouera d'une certaine façon, mais on sera champion du monde. En 91, les Anglais avaient joué tous les matchs de poule, les quarts, les demi, d'une certaine manière, avec un jeu basé sur la force pure des avants. En finale, ils avaient voulu éblouir tout le monde, 4 étant en difficulté. Ils avaient voulu éblouir tout le monde en pratiquant un grand jeu de mouvement lors de la finale de Twickenham face aux Australiens. Ils avaient été contrés et battus. Et ça, ils l'ont bien dans la tête et on peut les comprendre d'ailleurs. Ça se comprend très bien, mais c'est vrai aussi que peut-être l'évolution aurait voulu qu'ils puissent continuer sur la même voie et donner un peu plus de jeu et se servir des forces qu'ils avaient et qu'ils ont toujours, notamment en touche. Robin Brook, attentif. Et ça se joue en fond avec Ian Jones battu par les sauteurs anglais. Maurice en l'air sur Yona Lemou. Et voilà, le pauvre Tony Underwood. Et c'est aussi Dewi Morris qui n'a pas réussi à ce plaquage. Lemou qui emmène tout le pack néo-zélandais derrière lui. Et voilà, les Anglais sont pris. Ce que fait Lemou, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a vu à la réception du ballon Lemou qui ne s'est pas inquiété. On a vu Tony Underwood venir rebondir sur lui. Ouais. En plus, après, il a mis un petit raffut à Dewi Morris. Regardez. Voilà. Boum, je rebondis. Et je pars. Et maintenant, Dewi Morris, un petit raffut. Voilà. Et il va en percussion contre le troisième lignel. Robert. Regardez, il fait un point de fixation. Ils sont 4 vouloir l'arrêter. Et c'est finalement Johnson qui a réussi à le bloquer en fin de course. Et pénalité que va tenter maintenant Mertens, c'est qu'il risque peut-être qu'il a la possibilité de pouvoir passer à 28. Tentative de pénalité d'Andrew Mertens qui a un bon pourcentage de réussite cet après-midi, 75%. Mertens, une balle de 28-0 après 33 minutes en première période.
Un ballon qui va passer sur la gauche des poteaux anglais. Ballon récupéré par Cat. Et voilà Will Carling, recordman du monde du nombre de fois où il a été capitaine. Ça fait la 52e fois qu'il est capitaine aujourd'hui. Ça n'est jamais arrivé dans le monde. Une belle récupération avec une déviation, une mêlée ouverte. Et une intervention de monsieur Ildish. À côté des arbitres, tiens, la qualification de la Nouvelle-Zélande, elle pourrait remettre pas mal de choses en cause pour la finale. On parlait beaucoup de monsieur Bachop pour diriger cette finale, mais Bachop étant néo-zélandais, oui. Ça sera pas lui. Ah, alors peut-être que Joël Dumais et Patrick Robin, oui. Joël Dumais qui est juge de touche aujourd'hui. Oui, qui est juge de touche aujourd'hui. Et Patrick Robin qui est le numéro 1, enfin considéré comme étant le numéro 1 des arbitres français. Elle pourrait retrouver une petite chance pour la finale. C'est vrai, d'autant plus qu'ils ont eu un petit coup au moral, surtout quand M. Robin a été jugé blessé, alors qu'il avait mis juste un petit emplâtre à sa cuisse. Et puis là, les Britanniques ont décidé de suite qu'il ne pourrait plus arbitrer, mais c'est bien. Il a démontré après qu'il avait la possibilité de pouvoir courir. Donc on espère très franchement qu'il arbitrera cette finale. Voilà, mêlée écroulée. Monsieur Ildish va la faire rejouer. Alors que je vous le dis tout de suite, même si on est encore à 10 minutes de la fin de la première période, Bernard Lapassette, président de la Fédération française de rugby, est en train de nous rejoindre. Et Serge Blanco pourra converser avec lui pendant la mi-temps. Bernard Lapassette qui a un grand sourire, car comme nous, il voit du grand rugby et il voit une grande équipe de Nouvelle-Zélande. En haut, trouve la touche. Il faudrait que les Anglais essaient d'activer le jeu. Ils n'ont plus rien à perdre, c'est pas grave. Maintenant, il y en a 25 au tableau d'affichage. S'il y en a 30 de plus, c'est pas important. Il faut qu'ils essaient de s'amuser, de démontrer que les accidents peuvent arriver. C'est vraiment un accident parce qu'on va recommencer le match 25 fois. On peut vous promettre que 25 fois, cette équipe n'aura pas ce départ catastrophique. Brian Moore pour la remise en jeu avec une déviation de Johnson. Ballon travaillé là par les Anglais. Regardez comment Moore va essayer d'ouvrir une brèche sur le côté droit. Le ballon est derrière lui, juste devant Rodberg. Il y a Ubogu qui est là aussi pour faire l'effort. Il faudrait que le ballon sorte, sinon le ballon va être redonné au Néo-Zélandais. Clark maintenant, ballon sous le bras. Ouais, c'est du bon travail ça. Avec Dean Richards. La défense de Fitzpatrick. Il faut libérer. Ouais. Mais M. Ildish estime que ce sont les Néo-Zélandais qui ont empêché une libération rapide du ballon. Oui. Et Kronfeld est peut-être dans ce coup-là. De toute manière, Kronfeld, il est dans tous les coups, hein, Serge. C'est le plus fort, troisième ligne qu'il y a eu sur cette Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que c'est un coureur, un plaqueur. C'est tout réuni. C'est vrai qu'il avait eu quelques petits problèmes lors du quart de finale, où il avait été un petit peu touché. Et il a bien récupéré. On craignait un petit peu pour qu'il puisse jouer aujourd'hui. Puis c'est bien remis. Du côté de Laurie Mains, on n'a pas encore un vrai grand sourire franc, mais à mon avis, dans la tête, ça doit aller un petit peu mieux quand même. Hein. Oui, ça va mieux. Il doit être un petit peu soulagé. Andrew tente la transformation de cette pénalité. Et enfin, les Anglais ouvrent le score. Ils ne sont plus menés que 25 à 3 à 4 minutes de la fin de la première période. Et ça va relancer un petit peu le match. Il faudrait que les Anglais prennent confiance, développent du jeu. Alors que les Néo-Zélandais donnent vraiment une impression de facilité, de sérénité. On le serait à moins, hein, si on avait eu cette possibilité-là. Voilà. Mertens pour le renvoi. Avec au point de chute toujours Robin Brook et Ian Jones. Et voilà, Ian Jones. Il a le ballon dans les mains. Mais il y avait auparavant une intervention de M. Ildish pour un en avant. Avec une mauvaise récupération. On a mis l'introduction Angleterre. Et on a l'air de vouloir se mettre en position d'attaque. Ouais. À moins que l'on tape un coup de pied par-dessus la mêlée, sur le côté fermé. En tout cas, Andrew n'est pas franchement dans ses 22. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher la touche directe. Ah, même si là, il est en train de me faire mentir, Andrew. Reculant de quelques pas. Oui. Oui, parce qu'il vient de s'apercevoir que Zizanbrook n'était pas en mêlée, donc garder le côté fermé, et que Lomu s'était reculé, donc ce qui va permettre au Black éventuellement d'intégrer l'arrière là-bas de la défense après. Avec un ballon qui est emmené, contrôlé par Dean Richards.
Mais la mêlée a été tournée. Mais c'est bien, il faut que les Anglais insistent au niveau de la mêlée, puisque dès que le ballon est introduit, on voit Kronfeld qui se lève lui aussi, donc ça fait 2 joueurs en moins. Voilà, Zinzanburg, vous le voyez, avec son numéro lui dans le côté fermé. Et là c'est un coup franc, hein. Vite joué avec Ben Clark en percussion sur Kronfeld. Il a du soutien, Ben Clark. Dewey Morris qui a été joué côté fermé, c'est bien fait. Avec Carling qui sert Tony Underwood. Le bout, il a arrêté Tony Underwood. Un homme qui... Oh, regardez-les tous les deux. Ils viennent de se défier du regard. Ils viennent d'échanger quelques mots. Lomu a dit à Tony Underwood, reviens. Et il veut marquer vraiment son adversaire. Il essaie alors qu'il n'a pas besoin de le mettre en touche, mais il veut lui montrer qu'il est plus fort que lui. Il est plus agressif, c'est pas méchant, mais il veut lui démontrer qu'il n'a rien à voir avec lui, qu'il n'a rien à faire dans ses parages. Maintenant, je pense que Underwood, s'il y avait cru au début, car Carling a percé, aurait pu marquer l'essai, aurait été surtout démarqué, il n'a pas osé, il a ralenti et c'est dommage, il y avait la possibilité de pouvoir revenir avant la mi-temps et c'était très important. Il faut expliquer pourquoi Lomu s'est mis un petit peu à être agressif vis-à-vis de Tony Underwood, c'est que les Anglais ont toujours prétendu que Lomu était une montagne certes, mais qu'en défense il n'était pas si sûr que cela, et là il a voulu démontrer qu'il savait tenir sa place même en défense. Oui. Et c'est vrai aussi qu'il a pris quelques débordements. Il a pris quelques courants d'air dans cette Coupe du Monde. Oui. Faut pas tout avoir. Attention à Brian Moore. Monsieur Ildish avait sifflé auparavant un en avant. Un en avant et encore il aurait pu le sanctionner plus sévèrement puisque c'est un en avant qui a été provoqué par le deuxième ligne anglais. Donc il aurait pu considérer que c'était volontaire et mettre une pénalité. Monsieur Ildish est gentil, mais une mêlée introduction black qui va leur permettre de pouvoir se dégager et trouver une touche. Alors Martens c'est très loin en profondeur dans l'axe de sa mêlée qui progresse pour le moment. C'est étonnant. Ouais. On sait que là encore en mêlée fermée, mais il y a pas mal de troisième ligne anglais qui sont debout. Vous voyez Dean Richard et Albert. Ouais. Ça chauffe un peu avec un coup de poing. Quelques gifles pour la beauté de la forme. Dodd est dans ce coup-là. Voilà Greg Dodd avec son numéro 1. Shane Fitzpatrick aussi. Oh là, attention, il est en train d'appeler Martin Johnson et Craig Dodd. Et les deux capitaines. Je ne sais pas qui a commencé, dit Monsieur Ildish. Mais personne n'a le droit d'arbitrer à ma place. Personne n'a le droit de prendre des décisions à ma place et de jouer les justiciers. C'est moi le patron sur le terrain. Et il faudrait que chacun s'en souvienne bien d'ici la fin de la rencontre. La mise au point a été brève, mais nette. Mais c'est bien parce que c'est dommage, il n'y a pas eu un seul geste. Bon, bien sûr, on ne va pas reparler de cette petite affaire entre les Sud-Africains et les Canadiens, qui n'est rien du tout. Mais c'est vrai qu'on a eu une Coupe du Monde très très correcte, il n'y a pas eu de vilain geste. Alors c'est vrai que c'est dommage que ça commence maintenant. Monsieur Ildish considère qu'il y a une poussée en travers du pilier anglais, donc il le sanctionne par un coup franc. Et Martens qui joue grand côté pour essayer de surprendre Cat. Bonne réception de Mike Cat. Renvoie le jeu dans les 22 néo-zélandais. Attention à cet Osborne. Monsieur Ildish considère qu'il a fait un arrêt de volée. Oui. Et c'est vrai que maintenant on n'a plus besoin, comme autrefois, de crier, de s'époumoner en disant marque. Il suffit d'avoir les deux pieds posés au sol, mais encore même pas. Il suffit d'avoir une attitude qui laisse comprendre à l'arbitre qu'on peut faire un arrêt de volée. Et c'est la fin de cette première mi-temps dont on aura vécu vraiment 5 minutes magiques en tout début de match avec des Néo-Zélandais qui mènent donc 25 points à 3. On se retrouve tout de suite au stade de Newlands avec Bernard Lapasset, le président de la Fédération française de rugby. Du monde de rugby vous est présenté par Visual, opticien. Allô, alors bon, mes présidents, bonjour. Donc, je ne vais pas vous poser la question fatidique, content, pas content. Ce que je voudrais retenir un petit peu de cette Coupe du Monde, c'est que vous aviez deux casquettes. La première en tant que président de rugby français et la deuxième en tant que président du board. À l'approche de la finale. Bon, je parlerai de ma casquette de président du board d'abord. Je crois que c'est vrai que c'est une manifestation extraordinaire. Il y a une audience qui est fabuleuse partout dans tous les pays du monde.
tous ces matchs sont retransmis de façon exceptionnelle. Donc vraiment pour le rugby, c'est une très très grande promotion. On a vu des matchs de qualité, on a vu des joueurs se donner à fond pour remporter ces matchs. Donc je crois que véritablement la Coupe du Monde constitue bien l'événement majeur pour toutes les nations du rugby. C'est pour nous la satisfaction de voir que le rugby progresse dans tous les pays et que nous aurons demain peut-être un sport aussi important que ceux que nous connaissons à l'heure actuelle dans d'autres disciplines. Bernard Lapasset, des nouvelles de l'équipe de France quand même après la déception, la cruelle déception d'hier à Durban. Comment ça s'est passé après? C'est vrai qu'on est un peu déçus. On est surtout déçus parce qu'une génération part avec peut-être une défaite au cœur. C'est vrai qu'il ne faut pas laisser cette défaite comme ça sans lendemain. On a encore un match à jouer, un match d'une 3e place. Il va falloir le jouer à fond, le gagner, parce qu'on a des garçons comme Philippe Sella, comme Marc Cessillon, comme Louis Armari qui ont fait un match extraordinaire hier, qui se sont battus comme des lions et qui ont un petit peu de peine aujourd'hui de partir la tête basse. Alors pour ces garçons qui se sont donnés pendant ces Coupes du Monde et qui ont montré l'exemple pendant toute une vie sportive, c'est un adieu qu'on leur doit pour ce 3e match à Pretoria jeudi. Bernard Lapasset, je ne sais pas si vous étiez comme nous hier à Durban, mais avec Serge, pendant les 3/4, voire les 9/10 du match, on était sûr que l'équipe de France allait passer, allait trouver l'ouverture. C'est vrai qu'on y a cru. On y a cru parce que tout était contre nous. On avait un temps épouvantable, on avait des conditions météo qui empêchaient des relances de loin. C'est là où nous sommes les plus forts, effectivement. On a donc été obligé d'avoir un jeu au près, un jeu serré, un jeu beaucoup plus cantonné dans des fondamentaux qui sont un petit peu pour nous des formes de jeu qu'on n'apprécie pas beaucoup. Donc on se disait véritablement, il va arriver quelque chose. On a eu une possession du ballon à peu près identique. On a vu une occupation en fin de match qui nous permettait d'espérer. Et puis nous a manqué 20 cm sur la passe de Saint-André à Benazi qui arrive à 20 cm de la ligne. On en avance sur l'essai d'Entamac qui fait que l'arbitre nous refuse l'essai. Donc des petits détails qui font qu'on se remémore peut-être quelques fautes qu'on a commises en début de match, quelques mauvais placements, quelques dégagements un peu approximatifs. Et tout ça nous laisse un peu un sentiment de frustration parce que vraiment ces box samedi étaient prenables. On pouvait véritablement gagner chez eux, ce qui aurait constitué un exploit de plus pour cette équipe, je dirais, parce que quand je vois aujourd'hui la démonstration que nous font les Blacks, il ne faut pas oublier qu'on a battu cette équipe de All Blacks l'année dernière chez eux. Avec l'essai du siècle. Avec l'essai du siècle. Donc on se dit qu'on est passé très près du bonheur cette année. Qu'est-ce qui va se passer, Bernard Lapasset? Bon, il y a ce match pour la 3e place qu'il faut gagner, car c'est un match qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde. Écoutez, j'espère que les joueurs nous écoutent, ils sont avec nous, parce que je leur dis vraiment, attention, n'oubliez pas que c'est la qualification dans 4 ans que l'on joue ce mercredi à Pretoria. Donc il faut à tout prix se motiver pour gagner ce match. Il y a un match très important qui joue pour une qualification d'office pour dans 4 ans et qui jouera également pour une tête de tableau. Nous serons premiers de poule pour des oppositions que nous aurons dans la prochaine Coupe du Monde. C'est dire que tout le rugby français attend ce match de jeudi avec beaucoup d'intérêt. Il nous faut à tout prix faire une bonne performance contre peut-être des Anglais. Il y aura l'air de revanche dans l'air. Oh là, ça sera un match passionnant à suivre sur TF1 d'ailleurs. Bernard Lapasset, comment ça va se passer? Quel est l'avenir de Pierre Berbizier? Est-ce qu'il y avait entre vous un espèce de contrat secret qui disait que Pierre Berbizier, quoi qu'il arrive, arrêtait après la Coupe du Monde, ou il n'y a rien de tout ça? Non, du tout. Pierre a ma confiance, il le sait, je lui ai dit. Nous avons établi une manière de travailler ensemble. C'est un garçon qui, je le répète, a fait beaucoup pour le rugby français pendant ces 3 années, qui s'est beaucoup investi. Je ne sais pas quelle est sa position aujourd'hui, nous en parlerons, c'est pas le moment. Il faut laisser véritablement le match se finir, la Coupe du Monde se terminer. Il est bon que nous soyons sereins dans ce match-là et que nous puissions aborder l'avenir avec tous ceux qui seront désireux de continuer avec l'équipe de France. Bernard Lapasset, encore un mot, on parlait des arbitres. Peut-être que vous avez des petits tuyaux, vous êtes patron du board, vous êtes très proche de l'organisation de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a un Français qui pourrait être samedi prochain à Johannesburg? Hélas, je ne crois pas. Donc il faut laisser véritablement faire un petit peu les arbitres. C'est vrai que c'est un corps un peu particulier. On a le sentiment qu'il y a quelques règles qui sont un peu approximatives dans leur désignation. Quand on voit un petit peu les choix qui sont faits, bref, bon, l'arbitre fait partie du jeu. Il faut savoir jouer avec lui. Ça fait partie d'une façon incontournable de notre forme de jeu. Donc nous verrons quel sera l'arbitre. J'aurais aimé, malheureusement, il n'y a pas eu, mais j'aurais vraiment aimé qu'on voit un arbitre français en quart de finale. L'arbitrage français le méritait bien. Ah, et ben mince, on va se faire une raison. Information en tout cas est donnée par Bernard Lapasset. Ça ne sera pas un arbitre français qui dirigera la finale de la Coupe du Monde samedi prochain à Johannesburg. Eh bien, on va suivre le début de cette seconde période. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président, d'être passé nous voir et donner le bonjour à tous les joueurs français avec un ballon récupéré par les Néo-Zélandais pour ce coup d'envoi. Et une position d'hors-jeu signalée par M. Hildish. Je vous rappelle le score, 25-3 pour la Nouvelle-Zélande. Ça va être mission impossible pour les joueurs anglais dans cette seconde période pour revenir. Mission impossible, c'est vrai, mais espérons qu'ils vont nous faire quand même
mentir un petit peu dans tout ce que l'on a dit et puis qu'ils vont offrir un nouveau visage. Vous savez, je crois que là, on parlait de 6 joueurs qui avaient joué la finale de 1991. Eh bien, il faut se dire qu'aujourd'hui, c'est pas le jubilé puisqu'ils ont un autre match qui vient derrière, mais c'est la fin d'une génération, alors qu'ils nous fassent encore rêver un petit peu. Et avec des All Blacks qui continuent à mettre la pression sur la défense anglaise en enchaînant. Bachop pour Mertens. Mertens avec son pied droit par-dessus la défense et un Lomou qui va vite. Et un Walter Boons qui va vite. Transfeld pour Lomou. Lomou, 3e essai. Le coup du chapeau en demi-finale de la Coupe du Monde pour Jonah Lomu avec encore, Serge, une intervention de Josh Kronfeld. Eh bien oui, Kronfeld que l'on retrouve partout, c'est ce que je vous disais, c'est monsieur sécurité. Alors qu'il y a eu un très bon coup de pied délivré par Mertens par-dessus la défense. Bon, Lomu fait peur à tout le monde, il les a pris de vitesse, le ballon a été récupéré par le centre qui donne au 3e lignel, et puis vous voyez, après Lomu, un petit raffut, et puis je vais déposer le ballon derrière la ligne. 3 essais pour Jonah Lomu dans cette demi-finale de la Coupe du Monde. L'homme montagne est bien la grande star de cette Coupe du Monde 95. C'est maintenant incontestable. Et une entame de match, mais très rapide à chaque fois. On dirait que le fait d'avoir pris un petit peu de repos leur permet de repartir aussi fort qu'avant. 30 points à 3 pour le moment pour la Nouvelle-Zélande. On va laisser Martens tenter cette transformation qui ne passera pas. 30 à 3. Alors du coup, bien sûr, devant l'ampleur du score, Francis Delteral s'est penché sur ses archives et il a retrouvé la plus grosse défaite anglaise de tous les temps. C'était en 1985, c'était à Wellington et une défaite par 42 à 16. Pour le moment, on en est à 30 à 3. C'est vous dire le fossé qui sépare cet après-midi au Cap les Néo-Zélandais des Anglais, avec Mertens qui a le ballon. Qui rate son dégagement et on n'a plus la confiance. Ouais, on va même pas chercher avant le rebond. Et du coup, Mertens, il a récupéré. Avec maintenant Bachop. Et toujours ce diable. Mais ça n'a pas marché. Qui a essayé de trouver une touche avec rebond. Il a trouvé direct. C'est dommage parce qu'il aurait dû transmettre le ballon à Osborne qui était en position de pouvoir contre-attaquer. Ouais, mais quand on réussit un drop de 35 mètres, Serge, on n'a plus aucun complexe. Hein. C'est vrai. Alors que pour préciser ce qu'on disait tout à l'heure avec Bernard Lapassé en ce qui concerne les arbitres de la finale, eh bien Bachop étant hors-jeu car la Nouvelle-Zélande va sans doute se qualifier, eh bien ce serait Jim Fleming qui aurait l'honneur de diriger le dernier match de la Coupe du Monde. Mais bien sûr. Alors que c'était pratiquement annoncé, c'est vrai, oui. Au début de cette Coupe du Monde, que certains arbitres, surtout français, râlaient un petit peu, et on les comprend. Ah, c'est encore un domaine où les Britanniques font bien la loi. Hein. Oui. Remise en jeu, Brian Moore. Avec une déviation de Rodbert pour Maurice. Andrew, Gus Scott. Et Gus Scott qui a pointé la passe, il aurait pu retrouver Ubogu en percussion. Et pénalité. Les All Blacks sont sanctionnés. Les Blacks sont sanctionnés pour avoir plongé sur le ballon et donc pour avoir empêché sa sortie. Et ça joue à la main, ça joue vite côté anglais avec un relais de 4 après Clark. Et une intervention de Tony Underwood sèchement secouée par Lomu. C'est vrai. Lomu qui est parti, hein, alors que là c'est Robin Brook qui a quelques soucis avec le cadet des Underwood. Mais c'est Lomu qui a allumé la première mèche. Oui. Par un plaquage au... Voilà Joël Dumais, en gros plan. Juge de touche qui a alerté Monsieur Ildish et qui va probablement dénoncer, et qui l'a déjà fait. Voilà, il est tout à fait d'accord avec Monsieur Ildish qui a dénoncé le geste un peu agressif de Lomu. Maurice, à la main encore avec Rodbert. Ouais, et Ubogu qui laisse tomber ce ballon. Les Blacks qui ont récupéré, qui refont une mêlée ouverte derrière. Qu'est-ce qu'il va dire là, Monsieur Ildish? La faute ne profite pas aux Blacks, donc il va donner théoriquement une mêlée introduction aux Blacks. Ouais, il revient en avant Ubogu. Hein. Oui, et on voit vraiment qu'ils sont perturbés puisqu'ils ont joué la pénalité à la main et ils avaient une croisée à jouer. Et puis un pilier qui traînait par là a commis cette faute. Mertens, un ballon bien brossé mais directement dans les bras de Kat.
Allez, Kat qui continue. Alors ça, vraiment, là, on aura du mal à comprendre. Quel est l'intérêt de Kat de jouer comme cela, Serge? Aucun intérêt. Bon, les Blacks continuent leur stratégie, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas de touche, ils tapent, ils occupent le terrain. Défensivement, ils sont bien placés. Attention, à Mertens qui a été contré. Kronfeld a récupéré. Et Bachop, lui, va jouer au pied directement en touche. Donc des Blacks qui jouent leur jeu, donc ils n'essaient pas de trouver systématiquement les touches. Et puis on voit que les Anglais n'ont aucune solution. Et même 4 à 33, ils préfèrent taper loin dans l'embut néo-zélandais au lieu de tenter quelque chose alors qu'il n'y a plus rien à craindre. Ah, c'est le réflexe, hein. Ça c'est pavlovien, hein. C'est la force de l'habitude. Dean Richards avec un ballon bien saisi à deux mains là par Bayfield, pardon. Des Anglais qui essayent d'enchaîner, qui essayent de progresser en cherchant l'ouverture, la faille dans la défense néo-zélandaise. Avec comme tête de pont là Brian Moore qui a le ballon sous le bras. La libéré pour Morris. Andrew directement sur Carling. Tony Underwood face à Lomou. Oh là 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 là. 27 cm d'écart et 45 kg, je vous le rappelle. C'est le plus petit joueur sur le terrain face au plus puissant. Et c'est vrai qu'il aurait... Vous voyez, il ne fait pas de la dentelle quand même, parce qu'il aurait pu très bien essayer de le plaquer, de le prendre aux jambes ou de se laisser glisser. Non, il essaie vraiment de montrer qu'il ne faut pas qu'il vienne vers la balle, que c'est sa zone, ça lui est réservé. Conciliabule entre Fitzpatrick et Bachop pour une combinaison en touche. Pas sûr que Fitzpatrick ait bien compris. Voyons, oui, avec Robin Brook qui s'est bien élevé. Oh, on est parti en jeu côté anglais. Oui. Monsieur Illich ne laisse pas jouer. Ben Clark a été pris. Mertens, dans ses 22, ramène le jeu quasiment au milieu du terrain. Mais Laurie Mens disait avant le match, mes joueurs ont pour consigne de jouer tous les ballons, quelle que soit la portion de terrain. Et bien cet entraîneur-là a tenu parole. Oui, c'est bien, c'était là. Mertens bien pris là par la troisième ligne anglaise. Il n'y a pas beaucoup de solutions, il y a un 3 contre 3 à jouer. C'est bien joué. Frank Bones, aidé par Wilson. Bachop au pied. 4 après le rebond. Il va taper. Oh là là, malheur. Michael Catt qui va retrouver Walter Little. Il est sorti de ses 22. Il va jouer au pied. Il va trouver la touche. Oui, c'est bien. Il aurait pu très bien assurer de taper en touche les 22 mètres. Non, il est sorti, il a essayé, il a tenté. Quand il a vu qu'il n'y avait pas de solution, alors à ce moment-là, il a joué au pied avec de la réussite. Alors pour expliquer le rythme néo-zélandais, il faut préciser, moi je ne suis pas médecin, Serge, j'ai aucune explication à donner. Il faut juste constater les faits. C'est la première fois que la Nouvelle-Zélande joue au niveau de la mer dans cette Coupe du Monde. Elle n'a fait que jouer en altitude jusque-là. Et là, elle descend au Cap. Au niveau de la mer, il y a peut-être une explication physiologique dans ce début de partie tonitruant des Néo-Zélandais. Oui, mais il y a une équipe quand même d'Angleterre qui était prête physiquement, qui a fait de nombreux stages. Mais c'est vrai que bon, contre la réussite, des fois on ne peut rien. Non, la preuve, cette récupération de Wilson. Avec un avantage laissé par M. Illich aux Néo-Zélandais et un départ de Bachop. Coup de pied par-dessus, Rory Underwood. À la récupération, il y a Ben Clark. Il libère bien son ballon. Mais les Anglais sont-ils capables de l'extraire rapidement? Oui. Voilà qui va être fait avec comme demi-mêlée Rory Underwood. Pour Andrew qui allume la 3 millionième chandelle de cette Coupe du Monde. 4 à récupérer que Scott et en avant sanctionné par M. Illich. C'est quand même symptomatique, on retrouve des Anglais qui sont dans leur camp, alors on se dit, bon, éventuellement ils vont taper en touche puisqu'ils ont un alignement conséquent qui va leur permettre de pouvoir récupérer de nombreux ballons. Eh bien non. Alors le jeu pour eux, ça a été d'allumer 2 chandelles consécutives au milieu du terrain. Et on essaie de récupérer ce ballon et de se créer des espaces. Mais malheureusement aujourd'hui, pour eux, par rapport à l'équipe de Nouvelle-Zélande, c'est pas possible. Sean Fitzpatrick, le plus sélectionné des joueurs néo-zélandais. Depuis la Coupe du Monde 87, il avait joué 62 tests consécutifs avec la Nouvelle-Zélande. Il a laissé sa place une fois, c'était contre le Japon, il y a quelques jours à Hewitt.
Et il est en train de s'essuyer au maillot de Monsieur Ildish. Ça, c'est une image très rugby aussi. Hein. Avec un départ de Zinzanbroek. Bachop maintenant, qui a passé le premier rideau avant de servir Wilson. Accélération de Wilson, qui a retrouvé à l'intérieur Osborne. Et puis Bachop, pour l'essai néo-zélandais, il y avait encore du soutien éventuellement avec Michael Brewer. Toute la domination néo-zélandaise dans cette très très belle phase. Au départ, il y avait Bachop. À l'arrivée, il y a eu Bachop. Et bien voilà, cette équipe néo-zélandaise qui démontre, parce qu'on aurait pu penser qu'en début de partie, il y avait eu de la chance, elle est en train de le démontrer qu'on peut jouer au rugby sur une mêlée, même sur un côté fermé. On remet à l'intérieur, Osborne à Bachop, et Bachop qui va marquer. Et c'est vrai que cette équipe néo-zélandaise, depuis le début de la Coupe du Monde, donne du jeu, offre du jeu. Et bien c'est très bien. Et cette équipe, par rapport au jeu que l'on aime, mérite d'être championne du monde. 5e essai néo-zélandais dans cette demi-finale. Des All Blacks qui mènent maintenant 35-3 devant l'Angleterre. C'est inimaginable. C'est un coup de tonnerre qui vient de tomber sur cette Coupe du Monde. Les champions d'Europe sont écrabouillés par les Néo-Zélandais. Et c'est une nouvelle fois l'hémisphère sud qui va se retrouver en finale de la Coupe du Monde. Mertens À côté. manque la transformation. On en reste pour le moment à ce 35-3. 11 minutes en seconde période. Et bien c'est bien, alors que tout le monde, depuis que l'Australie a été championne du monde, tout le monde était en train d'essayer de copier le jeu australien qui était fait de points de fixation, de points de rendez-vous. On délivrait le ballon propre et rapidement. Et bien là, les Néo-Zélandais sont en train de démontrer que l'on peut attaquer en première main. Mais c'est bien. Avec une récupération de Richards relayée par Moore. Morris maintenant pour Rodbert. Et Rodbert qui est repoussé au-delà de la ligne d'avantage. Morris, 4. Ouais, 4, il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution, sinon le pied dans l'eau qui a conservé un petit peu de lucidité pour trouver une touche dans les 22 Néo-Zélandais. C'est symptomatique maintenant. Voilà, Robandro. Squeaky, disent les Anglais, monsieur propre. Eh bien, aujourd'hui, il a eu du mal à bonifier les ballons, Robandro. Toujours le même conciliabule entre Bachop et Fitzpatrick. Ian Jones, le néo-zélandais, face à Martin Bayfield. Et intervention de Monsieur Ildish pour un ascenseur. L'ascenseur est toléré, mais sous certaines conditions. Et là, les Néo-Zélandais ont été sanctionnés. Ça repart avec Rodbert en percussion. Morris, un ballon vite libéré. Et maintenant, c'est Obogu qui vient défier la défense néo-zélandaise. Encore Morris et Ben Clark qui charge. Faut sortir le ballon. Il est là, ce ballon. Morris cherche une solution. Encore Obogu qui a renversé Kronfeld. Morris encore, alors que Monsieur Ildish s'apprête à siffler une pénalité en faveur des Anglais pour un hors-jeu de la ligne défensive néo-zélandaise. Oh, il n'y a peut-être pas que ça d'ailleurs. Oh là là, attention à Greg Donne. Encore une fois, et je vous mets dehors, vous avez marché sur un joueur anglais. Dernier avertissement, la prochaine fois c'est dehors. Les Anglais s'apprêtent à jouer la pénalité à la main. On va voir. C'est là qu'on va voir s'ils ont quelques ressources. Alors qui, Dewi Morris, va-t-il lancer? Au pied, avec à la récupération tout là-bas Martin Johnson, qui réclame à Monsieur Ildish le bénéfice de l'essai. Monsieur Ildish estime qu'il y avait un en avant. C'est là que l'on voit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Drôle de combinaison, hein. Dans cette... Non, ça peut être bien joué, mais c'est vrai que c'est une drôle de combinaison parce que je crois qu'il y a autre chose à faire. Original. Avec introduction Bachop à 5 mètres de l'embut néo-zélandais. Ah, une mêlée néo-zélandaise qui est impeccable hein, face à l'anglaise. Regardez, les 3 lignes anglais sont levées, il n'y a plus personne en mêlée. Et comme tout a été désaxé, il faudra recommencer. Attention, hein, de numéro 1, ça fait plusieurs fois qu'il est dans le collimateur de Monsieur Ildish. Oui. Il faut qu'il se souvienne vite qu'il a une finale de Coupe du Monde à jouer samedi prochain. Bachop avec Mertens
qui a allongé son coup de pied, un petit peu trop ambitieux dans les bras de Kat. Ouais, la chandelle de Kat qui va être limite. Ouais, récupération d'Osborne, un arrêt de volée. Tout ça est sans danger pour la défense néo-zélandaise. Les Néo-Zélandais se sont rendus compte que de toute façon ça ne servait pratiquement à rien d'assurer les touches puisque Kat ne représentait aucun danger. Il ne faisait aucune relance à la main, donc il délivrait les ballons au pied. Et en plus, son jeu au pied laisse un petit peu à désirer aujourd'hui. Oh, Jack Rowell doit être terriblement déçu ce soir. Oui. La leçon est sévère, hein, 35-3 pour le moment en faveur de la Nouvelle-Zélande. C'est bien, comme ça on retrouvera de l'humilité un petit peu dans les déclarations anglaises. Et pof. Moore. Ah, vous l'attendiez, hein, celle-là quand même. Ça joue vite à la main avec Ben Clark, Robert. Et ça enchaîne avec Martin Johnson qui a emmené Robert au pied des poteaux néo-zélandais. Que va dire Monsieur Lich? Non, il n'accordera pas l'essai, il va faire jouer une mêlée à 5 mètres. Oui, il a dû considérer que le joueur anglais n'a pas eu la possibilité de déposer le ballon. Regardez, c'est la dernière charge de Ben Clark, le numéro 7, poussé par tous ses avants. Oui, c'est vrai. Maurice essaye de la jouer à l'influence en montrant à Monsieur Lich qui a bien essayé. Il était bien placé, hein, Monsieur Lich. Oui, c'était très bien placé. On n'a pas eu à se plaindre non plus trop de l'arbitrage pendant cette Coupe du Monde qui a été un arbitrage, un bon arbitrage qui a permis aux équipes de pouvoir évoluer tout à fait normalement. Robert s'est détaché, Maurice qui sert justement Tim Robert, bien pris par Brewer. Attention à Osborne. Et Osborne, il est allé arracher ce ballon dans les bras de Carling pour le jouer en touche, mais en avant, indique Monsieur Edgeish. Donc une introduction pour les Anglais. Dewi Morris qui va récupérer le ballon. La fierté anglaise, là, à quelques mètres de l'embut néo-zélandais. Ce serait très bien s'il pouvait concrétiser par un essai. Voilà un départ de Dewi Morris. Oui, Robert. Ah, il est arrêté par Brewer. Ben, la défense néo-zélandaise, elle tient le coup. Et du coup, on ouvre avec Andrew, de Scott. L'arrivée de Kat. Oh, Kat, il a préféré garder le ballon. Il a bien fait. Il s'arrête encore à quelques centimètres de l'embut néo-zélandais. Morris va aller le chercher ce ballon. Pour Andrew. Dean Richards maintenant. Il a le soutien de Martin Johnson. Maurice encore choisit le petit côté. Et c'est de Rory Underwood. Essai, mais je pense très sincèrement qu'il y a une touche, c'est pas important, mais le score qu'il y a. Et c'est vrai que cette équipe d'Angleterre mérite, parce que c'était pas du tout normal qu'elle n'arrive pas à concrétiser par rapport à ce qu'ils ont fait jusqu'à là où ils ont été performants. Et regardez, je pense qu'on va voir que Rory Underwood, allez, pied en touche peut-être, regardez, avant d'aplatir. Pour le moment pas. Oui, c'est bien vu, Serge. Donc c'est-à-dire que cet essai n'est pas valable, mais c'est pas grave à ce stade de la compétition, surtout quand il y a 35 points déjà au tableau d'affichage. Ouais, il avait bien mis le pied en touche, Rory Underwood. Mais ça permet quand même cet essai à l'Angleterre de revenir à 35-8. Avec la transformation d'Andrew qui passe 35-10. Il faut noter aussi vraiment la défense néo-zélandaise qui ne veut pas laisser marquer, qui ne veut pas laisser passer une seule fois les Anglais. Et alors Rory Underwood, avec cet essai, il a inscrit son 10e essai lors d'une Coupe du Monde. Alors il a bien joué les 3. Hein. Et il égale le record de David Campese, qui n'a pas pu inscrire lui le moindre essai cette année en Afrique du Sud. Un grand joueur, deux grands joueurs, alors que la remise en jeu est mauvaise. Ouais, les 10 mètres réglementaires n'ont pas été atteints. Vous connaissez le processus. Monsieur Lich se tourne vers le capitaine anglais Will Carling et lui dit: Sir, vous préférez qu'on remette le coup d'envoi ou qu'on joue une mêlée au centre du terrain? Et à ce niveau de compétition, j'ai rarement vu une équipe accepter un nouveau renvoi. On prend la mêlée au centre. Car les solutions là sont multiples, Serge. Sont multiples. Il y a deux côtés. On dirait le côté fermé, donc opposé à l'introduction. Il y a le côté ouvert, opposé à l'introduction, le côté fermé, côté introduction. On peut jouer au pied, à la main, il peut y avoir des départs d'avant. C'est vrai que ça donne de multiples solutions.
Espérons que les Anglais vont jouer à la main. Voilà, avec un départ de Maurice, un ballon pas contrôlé par Rodber, ça profite à Mertens. Zambrook. Et Zambrook, l'homme au pied d'or aujourd'hui, Oui. qui trouve une touche parfaitement osée. Et c'est vrai que, bon, il en abuse un petit peu, mais on ne peut pas lui reprocher. Il faut quand même noter les efforts qu'ont fait les dirigeants néo-zélandais pour pouvoir avoir une équipe aussi compétitive. Il a pratiquement 1 an et demi à 2 ans. C'était quand même le désespoir puisque les Blacks ne marchaient pas bien. Ils étaient totalement battus et souvent battus par les Australiens. Et l'équipe de France est arrivée. L'équipe de France est arrivée et a marqué de son empreinte cette équipe. Et ils ont tout rechangé. Attention à Lomou, qui a croisé avec Little. Il a Bounce à l'extérieur, mais il a également toute sa 3e ligne à l'intérieur avec Cranfeld et Brewer. Et le ballon est récupéré par les Anglais. Je considère que les Néo-Zélandais n'ont pas fait l'effort nécessaire pour libérer ce ballon. Donc il remet le ballon aux Anglais. Alors que là, vous apercevez Blair Larsen, blessé, je vous le disais, à la jambe ces derniers jours, mais qui est bien revenu et qui a pris finalement place sur le banc des remplaçants néo-zélandais. Qu'est-ce qu'il va faire, monsieur Eldich? Il appelle Robin Brook. Non, c'est pas Robin Brook qui veut voir. Si, aussi. Non, le capitaine sûrement. Ouais, avec Fitzpatrick. Alors monsieur Eldich, il a été très franc avec Robin Brook et avec Fitzpatrick. Il leur a dit, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais je suis sûr que vous avez donné un coup de poing à un 2e ligne anglais. Je ne sais pas qui l'a donné. Dans le doute, je n'exclus personne, mais la prochaine fois, il y en aura un dehors. Ça me rappelle une petite anecdote avec le Biarritz Olympique. Et c'est vrai qu'à un moment donné, un joueur donne un coup de poing et l'arbitre n'a pas vu. Tiens, on la voit. On la voit. Voilà. C'était Robin Brook, ça c'est sûr. Et voilà. Une belle bouffe qui est partie sous la mêlée et qui a dû atteindre le talonneur adverse. Bachop préfère mettre en touche. Ouais, alors donc, pareil, petite situation où un coup de poing est parti, où l'arbitre a sanctionné le Biarritz Olympique pour avoir entendu le bruit. Et voilà. non pas vu. Donc c'est bien. Bravo, monsieur Eldich. Les remplaçants néo-zélandais. Et là encore, il y a de la qualité sur ce banc. Il y a Mark Ellis, l'homme qui est sur la palissade, les bras sur la palissade. Il avait inscrit 6 buts contre le Japon. Mark Ellis, dont on dit d'ailleurs qu'il aurait déjà signé pour le 13, pour Sydney 13, car ça va être le grand problème néo-zélandais. Après la Coupe du Monde, il va falloir garder ses joueurs à 15. Là, c'est Zambrook qui sort, qui va être remplacé par Blair Larsen. Zambrook, auteur d'un drop dans cette demi-finale. Et c'est vrai que les Néo-Zélandais avaient fait donc beaucoup d'efforts. Il y avait beaucoup de joueurs qui avaient des propositions pour partir à 13 et ils ont fait des efforts pour les garder, notamment Zambrook, Wilson, mais Wilson c'était surtout pour aller jouer au cricket. Ils ont fait des efforts, ils ont bâti une équipe compétitive. Que Scott qui est venu à hauteur d'Andrew mais qui a été bloqué par Mertens. Et les Anglais progressent quand même. Maurice a vu le ballon. Robin Brook aussi. Et la mêlée sera avec une introduction d'Ewy Morris. L'homme qui doit être terriblement déçu à côté anglais d'Ewy Morris. On vous l'a déjà raconté lors d'un Angleterre en Argentine, tous les sacrifices qu'il avait fait pour revenir au niveau. Il n'était plus titulaire dans cette équipe d'Angleterre. Alors il a abandonné son travail pour se consacrer uniquement au rugby. Il s'est entraîné même avec les 13istes de Wigan pour parfaire sa condition physique. Il est redevenu titulaire, il comptait bien gagner la Coupe du Monde. Changement d'organisation dans le pack néo-zélandais. C'est Brewer qui a repris une position de numéro 8 qu'il occupe traditionnellement, alors que Blair Larsen, lui, s'est mis en position de flanqueur. Précision de Dominique Davanier qui suit le match avec nous, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Tiens, à propos de la Côte d'Ivoire, il ne faudra pas oublier, Serge. Après que les Blacks aient amorcé ce contre justement avec Blair Larsen, avec Walter Little maintenant. Qui ne perd pas le ballon et qui fait les mêlées ouvertes. Le ballon sort. Bachop encore pour Osborne qui saute pour servir directement Wilson accroché intérieur sur Robert. Osborne maintenant. Osborne face à 4. Il a essayé de le rafuter et de servir Bounce.
C'est dommage, Osborne n'a pas vu à l'intérieur Wilson qui était venu se replacer. Il y avait un 2 contre 1 à jouer. C'est bien joué. Il a cru qu'il s'était coupé de ses partenaires, hein, Oui. Osborne. Il n'a pas regardé. Alors qu'il avait 2 partenaires à l'intérieur. Il y avait Boons et il y avait Wilson. Voilà Wilson. Goldie, Jeff Wilson. On laisse passer la mêlée. On parle de la Côte d'Ivoire et de Max Brito auquel nous pensons encore très fort aujourd'hui. Avec une immense chaîne de solidarité qui est en train de se monter. Le rugby va sortir grandi de cette grande chaîne de solidarité. Avec, sur la pelouse, pendant que la mêlée est en train de se dérouler, Maurice va l'extraire ce ballon pour Andrew. Et il y a un homme tout nu sur la pelouse qui est en train d'être chassé par tous les services de sécurité. Le réalisateur est en train d'éviter soigneusement. Mais je peux vous dire que c'est assez spectaculaire. Tiens, pendant ce temps-là, on attend. Ah bah, vous le voyez quand même. L'intrusion, allez, le 8 juillet, le Variété Club de France sur votre initiative, Serge, viendra jouer à Biscarrosse avec toutes ses vedettes. Oui. Avec Platini, avec Noah, avec vous bien sûr, toutes les grandes stars du Variété. Un match de solidarité au bénéfice de Max Breton et le rugby aussi. Le rugby, ça sera pour la fin juillet ou le mois d'août, on ne sait pas encore tout à fait. Et tout le monde est mobilisé par rapport à l'accident qui est arrivé à Max Brito. Zinzan Brooks sera surveillé pendant la semaine. Ça serait quand même un bel handicap pour la Nouvelle-Zélande de se priver de cet homme de couloir lors de la finale. Les Néo-Zélandais qui continuent avec une redoublée demandée par Mertens, c'est coup franc. Pour une prise en touche avec le bras extérieur. Alors le bras extérieur est aujourd'hui toléré à condition qu'il soit aidé par le bras intérieur, Voilà, qui est vraiment intention de prendre le ballon à deux mains. Qu'on se retrouve dans des situations de déséquilibre qui permettent éventuellement de pouvoir s'aider avec le bras extérieur. Avec une bonne charge là, de Ben Clark, relayé par Dean Richards. Là c'est un bon jeu anglais. Byfield maintenant, relayé par Andrew. Andrew qui trouve à l'extérieur Will Carling. Et il passe dans le vide. Puis ramassé par Ben Clark. Encore Andrew qui a évité un caramel de justesse. Et toujours ce Ben Clark aura été l'avant anglais le plus présent. Mais on sent que ces Anglais n'ont pas envie d'aller vers le côté de Lomo. On sent qu'il y a une certaine retenue. Le ballon va sortir. Et s'il ne sort pas, Norris récupérera l'introduction. Voilà Will Carling. Carling face à Lomu. Ah, il a une contre. Parce que Lomu avait bien contré le ballon, mais avec pas mal de réussite. Et c'est bien. Will Carling parvient à inscrire le deuxième essai anglais cet après-midi. Après 27 minutes en seconde période. C'est son premier essai du tournoi pour Will Carling. C'est bien, c'est bien. C'est bien parce que c'est un joueur quand même qui a donné énormément à cette équipe d'Angleterre alors que l'on revoit le contre. Regardez, il va jouer au pied. Lomu le contre, ça lui retombe dans les pieds, dans les bras, pardon. Et il plonge en coin. Et c'est vrai que c'est bien pour Carling parce qu'il a donné énormément. Il s'est mis en avant pour que cette équipe d'Angleterre puisse réussir. Des fois, il était en porte-à-faux, il était contesté par ses dirigeants, par son entraîneur. Mais les joueurs ont fait bloc derrière lui et ça, c'est bien qu'il soit récompensé ainsi. Peut-être que la réussite va revenir. Ah ben non. Je parlais de réussite revenue, vous parlez. Le ballon superbement botté par Andrew a été trouvé le poteau. On en reste à 35-15, capitaine depuis 8 ans. Will Carling, capitaine à 22 ans, imposé à l'époque par Geoff Cook, qui était le manager de cette équipe anglaise. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de pression, hein, juste avant la Coupe du Monde, de la part des 57 dirigeants britanniques. Il faut dire qu'ils les avaient, grosso modo, traités de vieux cons. Donc ça leur a pas vraiment fait plaisir. Il lui avait retiré le capitana dans un premier temps et devant le bloc soudé des Anglais, ils avaient dû faire marche arrière. Avec un coup d'envoi trop court. C'est le deuxième pour Mertens. Il faudra régler ça pour la finale quand même. Ce sont des petites erreurs qu'il vaut mieux éviter. C'est vrai, c'est vrai. C'est des erreurs qu'il faut éviter. Mais arriver à ce stade du match, je crois que c'est plus de laxisme qu'autre chose. Dean Richards avec David Morris. Il a cherché le soutien de Robert et c'est le contre de Lomu qui a encore écarté Tony Underwood qui va se retrouver face à Kat. Kat, il n'a pas voulu défendre. Kat, il n'a pas voulu défendre face à Lomu. Kat, il s'est échappé, mais on ne va pas lui reprocher.
car comme l'homme montagne arrive lancé à fond, il fait quand même 10 secondes 700 mètres le mou. Hein. Voilà. Mais il faut quand même remarquer, il va y avoir un crochet extérieur, il va y avoir une récupération. Regardez, récupération, une passe sautée et crochet extérieur, raffut. Et alors là, regardez, il a plusieurs solutions, mais il veut se faire plaisir. Un intérieur encore. Bon, Kat est en déséquilibre, il ne peut rien faire. Il voulait aller le chercher sur l'extérieur. C'est-à-dire que Lomou ne persiste pas et ne signe pas toujours en rentrant dans les adversaires physiquement. Il sait le faire, mais il a d'autres qualités. Il le prouve sur cette action. Vous avez vu son rythme, hein, le rythme du sprinter. C'est pour ça qu'en Nouvelle-Zélande, l'entraîneur d'athlétisme dit ça ferait un formidable décathlonien, car il a toutes les qualités pour réussir dans ces 10 disciplines. Vous avez vu cet énorme équilibre qu'il a dans la course, cette façon de respirer. Beaucoup de travail derrière tout ça. Et décrocher effectivement pour éliminer les adversaires. Alors en plus la puissance. Lomou a tout, il a inscrit 4 essais cet après-midi. Celui-ci est transformé par Mertens et les Néo-Zélandais mènent 42 à 15. C'est une vraie panthère. Il a un regard candidant. On sent qu'il a envie de gagner, il n'a pas envie de perdre. Alors vous savez, tout le monde dit que Lomou va aller jouer à 13, car les clubs trésistes australiens, néo-zélandais et même anglais comme Wigan se sont manifestés. Mais attention, il y a une nouvelle piste qui devient intéressante, c'est celle du football américain, avec des émissaires qui sont venus le relancer, notamment du côté de Dallas et de San Francisco. On aimerait bien s'offrir les services de l'homme montagne. Pénalité, Serge. Pénalité pour... D'aller au-delà du ballon, c'est ça? Ils sont allés au-delà du ballon, ils empêchent le ballon de sortir, les Néo-Zélandais. Ouais, c'est Fitzpatrick là. Un vieux briscard qu'il est. Comme ça ne prête pas conséquence. Non, on en est à 42-15, il reste 8 minutes à jouer. Et on joue à la main côté anglais avec Rodbert. Pas énormément de conviction dans cette percussion. Maurice, Andrew, Gus Scott, Carling qui rentre à l'intérieur. Il a le soutien de Brian Moore, le pitbull terrier des Anglais. Et Maurice encore pour Andrew sur un pas de Scott. Ça c'est bien fait ce crochet de Scott. Mais il tombe sur le deuxième rideau défensif qui était hors jeu dimanche. Ça joue vite. Encore avec Ben Clark, avec Carling. Et c'est Carling, oui. Et c'est de Will Carling. C'est bien parce qu'il y a la fierté anglaise qui est là et puis ils sont en train de démontrer que s'ils avaient eu d'autres possibilités, ils auraient dû théoriquement les mettre en valeur. Bon, c'est dommage d'attendre ce moment-là, mais c'est bien pour eux. C'est bien, puis ça nous donne un match vivant. Ouais, Carling qui a répété souvent, va revoir. Hein. Maurice qui joue rapidement. Là, c'est Ben Clark. Et il a encore une solution. Voilà pourquoi le Mou ne peut pas défendre directement sur Carling, car il y avait Tony Underwood. Voilà, il n'y a aucune faute défensive. Lomou garde le joueur à l'extérieur et à l'extérieur le soutien est fait par deux deuxièmes lignes, donc c'est difficile pour eux de pouvoir se mettre en bonne position pour défendre. Carling qui disait le capitaine m'a coûté cher finalement, car je me suis omnubilé sur ce rôle et pendant longtemps j'en ai oublié de le jouer, alors qu'Andrew repousse sa botte pour transformer cet essai de Carling. Longtemps il a été omnubilé par ce rôle de capitaine qu'il a obtenu très tôt, très jeune. Et il en a été un petit peu écrasé par la charge. Il en avait oublié de jouer. Depuis quelques temps, dit-il, ça va mieux. J'ai retrouvé pas mal de sérénité. Dieu sait que la déception va être grande chez les Anglais. Ils avaient tout misé sur cette Coupe du Monde. Et là, il y a 20 points d'écart. Avec un ballon récupéré par Rodbert. Maurice par-dessus. Très haut. Osborne au point de chute. En avant d'Osborne qui profite à Underwood. Tony. Regardez Fitzpatrick, encore en fer de lance qui vient perturber la sortie de balle. Maurice aura pris par Brewer. Il libère bien son ballon. Ouais, encore avec une charge de Ben Clark. Koumougou maintenant. Il faut sortir. Ça vient bien, oui, Jason Leonard qui a écarté tout le monde. Et puis maintenant c'est Bayfield. C'est bien. Le ballon doit sortir. Maurice Andrew. Andrew à l'intérieur pour Rodbert. Andrew pris avec le ballon. Et le contre emmené par Bachop. 4. Gus Scott. Allez, Gus Scott, il a vu une petite ouverture. Il va se lancer. C'est bien, yes, il va passer tout le monde. Et il va servir Rodbert avec un plaquage terrible de Boons.
Hors-jeu, oui, hors-jeu. Un en avant signalé. Non, en avant. C'est vrai. Ah, d'accord. Un en avant signalé, un en avant fait par Gus Scott. Et c'est dommage, Gus Scott n'y a pas cru, il pouvait y aller tout seul. Et bien c'est bien, il relance le jeu. Voilà un avant. Et Clark a été repris par Lomo. Et sur le plaquage, il est obligé de lâcher le ballon. Introduction Bachop. Mertens. Oh que c'est bien dosé. Oh que c'est merveilleusement dosé. C'est un joueur d'avenir. Hein. Son grand-père Georges a été All Black en 1928, c'était à l'arrière. Et Mertens qui répète souvent, si je m'écoutais, je jouerais tous les ballons à la main. Mais il dit, je le dis pas trop fort, de peur que Laurie Mens, mon entraîneur, m'entende et vienne me donner trop de consignes. Mais c'est bien. Laurie Mens ne peut rien dire quand il y a des actions comme celle-là. Attention, parce que maintenant il va falloir surveiller les blessures côté néo-zélandais. Là, c'est Brewer qui se plaint de son épaule. Ah, la clavicule qui a l'air d'avoir été touchée dans une percussion. Fitzpatrick lui s'est tourné vers le banc des remplaçants pour savoir qui éventuellement pourrait rentrer. Alors Blair Larsen a déjà fait son apparition. Alors ça pourrait être soit un talonneur, Norm Hewitt, qui pourrait venir, soit Richard Lowe. Ou alors on joue un coup extraordinaire côté néo-zélandais, car je vois que c'est Mark Ellis qui est en train de se préparer. Mark Ellis, lui, ça peut être un ouvreur, un centre, un trois carrel, un arrière, mais certainement pas un troisième linéal. Et attention à ce départ de Little, avec Boons maintenant. On libère bien le ballon. Il est là le ballon. Bachop. Mertens est allé se replacer. Mertens, le drop de Mertens qui passe. Il démontre les grains de qualité qu'il a. C'est simple, c'est bien joué. Point de fixation, on récupère le ballon, on se met dans l'axe, on tente un drop. Voilà, le pilier gêne un peu, on se décale et on tape. Alors attendez Serge, on va peut-être assister à un truc extraordinaire. Si Brewer sort, Mark Ellis, qui est un trois quarts, va rentrer. Et je pense que c'est monsieur Jonah Lomu qui va venir en position de troisième linéal. Ça serait quand même assez extraordinaire. Oui, mais enfin je pense que certaines personnes commenceront à se faire peut-être du mauvais sang. En troisième ligne, vous voulez dire? Oui. Les Anglais qui essaient de repartir avec Moore. Morris pour Rodber. Nouveau point de fixation. Avec un ballon donné dans les jambes, entre les jambes, sur Andrew. Que Scott essaye de faire ses crochets. Que Scott, oh, il a été repris par la première ligne néo-zélandaise et par Olo Brown. Andrew joue toujours côté intérieur avec un coup de pied à suivre de Rory Underwood. Lomu est là-bas. Et Lomu aplati pour un renvoi au 22. On voit plus Mark Ellis. Hein. Peut-être aller se rhabiller. Brewer va mieux. Gus Scott amène une note supplémentaire. On voit qu'il a des qualités de crocheteur, de passeur de ballon. C'est le seul dans les trois quarts anglais à l'heure actuelle qui donne un peu plus de vivacité au jeu. Auteur de 17 essais pour l'Angleterre, Jeremy Gus Scott. En 38 sélections maintenant. Intervention de monsieur Hildish. On est allé encore perturber la sortie du ballon. Et Dewi Morris a vu l'ouverture. Il est passé, il est face à Osborne. Il va trouver du soutien avec Brian Moore. Et puis à nouveau Ben Clark, repris par Cronfeld. On insiste avec Martin Johnson. Oh, ils vont encore se faire pénaliser, les All Blacks. Monsieur Hildish attend de voir si le ballon est négociable. Voilà. Normal. Voilà. C'est normal. Une position d'enjeu. Là, va falloir défendre sur la ligne. Hein. Ubogu a le ballon dans les mains. Je ne sais pas ce qu'il va raconter aux clients de son bar qu'il a ouvert en plein cœur de Londres. Et auprès de qui il les fait bénéficier, ses clients, des informations de première main. Puisqu'avec un caméscope, il tourne toute la vie interne de l'équipe d'Angleterre. Et qui est diffusée dans ce pub au cœur de Londres.
Voilà, Dewi Morris qui est en train de commander la pénalité. On s'était lancé. C'est Martin Johnson qui a été envoyé en percussion. Morris. Faut écarter. Il a compris sur Carling. Carling repris par Little et Boons. Vous avez vu comment Little a tout de suite cherché à libérer ce ballon. Il sort. Et il est anglais avec Rodber encore. Il a libéré les bras pour servir Morris. Ouais, sauté pour Henry Underwood et c'est. Ouais. C'est bien les Anglais, c'est bien. C'est bien. Il relève la tête, c'est très bien. Et bien 2 essais de Rory Underwood, 2 essais de Carling. Les anciens sont à l'honneur. Bien libéré là les bras Rodber, hein, par-dessus Mertens. Dewi Morris qui jette le ballon. Underwood qui arrive à crocheter, qui rentre dans l'embut. Et Mertens quand même qui se bat pour essayer de l'empêcher de marquer. Le temps réglementaire est terminé. Les All Blacks sont regroupés dans leur embut. Et bien on va trouver une nouvelle fois 2 grandes équipes en finale de la Coupe du Monde, dont une qui a marqué de son empreinte cette Coupe du Monde jusqu'à maintenant, c'est la Nouvelle-Zélande. Et vous savez comment ils vont récupérer demain matin les All Blacks, Serge, au petit déjeuner? Eh bien, Brewer et Zinzanbroek vont prendre la guitare, Kronfeld va prendre l'harmonica, et tous ensemble, ils vont chanter. Monsieur Eldich siffle la fin de la rencontre. Extraordinaire impression laissée par les Néo-Zélandais qui s'imposent ici à Newlands au Cap sur le score de 45 à 29 et qui seront donc opposés à l'Afrique du Sud samedi prochain en finale. Extraordinaire performance de cet homme, John Alomou, qui a inscrit 4 essais cet après-midi, alors que jeudi, eh bien pour la petite finale, il y aura un remake du tournoi des 5 nations avec l'éternel France-Angleterre, Serge. L'éternel France-Angleterre, en espérant que l'équipe de France prendra sa revanche et gagnera, parce qu'elle avait la possibilité d'arriver en finale. Nous en sommes tous désolés, nous en sommes tous très tristes, et espérons qu'ils auront bien encaissé le coup et qu'ils feront l'effort nécessaire pour permettre à la nouvelle équipe de France, qui dans 4 ans défendra nos couleurs, d'être qualifiée directement pour cette prochaine Coupe du Monde. Et les Anglais qui vont tous féliciter les Néo-Zélandais. La Coupe du Monde sur Canal, on va en rester là. Les 2 derniers matchs seront retransmis par nos amis de TF1. Serge, je voudrais vous dire vraiment au nom de toute l'équipe de Canal, il y avait Eric Ball, il y avait Francis Delterral, il y avait Christian Delcourt, il y avait Thierry Ray, il y avait Yvon Rousset et Philippe Guillard. On voudrait tous vous dire un grand merci. Merci de votre gentillesse, merci de votre compétence. Ça nous a fait vraiment un énorme plaisir, Serge, de faire cette Coupe du Monde en votre compagnie. Merci Thierry. À bientôt Serge, à bientôt à tous. Yvon et Philippe.